En médecine, il y a un vieux dicton selon lequel ce n'est pas la chute qui vous tue, mais l'arrêt soudain à la fin. Cependant, en économie, la mort arrive rarement soudainement. L'effondrement économique est un processus lent et agonisant, comme une maladie persistante, ou un pneu qui se dégonfle lentement sur un véhicule roulant à 100 miles à l'heure. Vous ne remarquez pas l'air qui s'échappe, jusqu'à ce que le volant commence à trembler, jusqu'à ce que vous tentiez de tourner et réalisiez que vous avez perdu tout contrôle. Ceci est la chronique de l'économie britannique. Pas un récit de détonation soudaine, mais celui d'une asphyxie progressive. C'est le récit de comment une nation, qui servait autrefois d'atelier du monde et de banquier mondial, a choisi de démolir ses propres fondations. Ceci est l'histoire du Brexit, bien que pas le récit politique. Les discours, slogans et bus peints de mensonges ne présentent aucun intérêt ici. Ce qui compte, c'est l'argent, les chiffres impitoyables qui ne se soucient nullement du patriotisme ou de la souveraineté. Pour comprendre pourquoi le Brexit est devenu le dernier clou du cercueil, nous devons comprendre que le patient était déjà gravement malade. Le Royaume-Uni n'était pas un athlète en bonne santé quand il a sauté de la falaise en 2016. C'était un invalide en convalescence. Nous devons retourner à 2008, la grande crise financière. Avant cette année, la Grande-Bretagne se sentait prospère et invincible. La City de Londres régnait comme capitale financière du monde. C'était un âge d'or où le crédit coulait librement, les prix des maisons grimpaient annuellement et les coffres du gouvernement débordaient. Mais c'était une illusion. L'économie britannique était devenue dangereusement déséquilibrée, abandonnant la fabrication pour la spéculation, remplaçant les usines par des salles de marché. Quand le marché immobilier américain s'est effondré en 2008, un tsunami a traversé l'Atlantique et frappé Londres plus durement que presque partout ailleurs. Le système bancaire britannique s'est effectivement effondré. Le gouvernement a dépensé des milliards de livres sterling de l'argent des contribuables pour sauver des institutions comme Royal Bank of Scotland et Lloyds. Au-delà de l'humiliation, les dommages plus profonds ont été pour la productivité britannique. La productivité, bien qu'un terme banal, est la seule mesure qui compte vraiment. Elle mesure combien de valeur un travailleur génère par heure. Quand la productivité augmente, les salaires suivent. Quand la productivité grimpe, les nations deviennent plus riches. Pendant des décennies, la productivité britannique a crû d'environ 2% annuellement, garantissant un avenir meilleur. Après 2008, elle a stagné. Alors que l'Amérique, l'Allemagne et la France se sont lentement rétablies et ont retrouvé leur efficacité, la Grande-Bretagne a stagné. Les travailleurs ont travaillé tout aussi dur, mais n'ont produit aucune valeur supplémentaire. Les économistes se sont gratté la tête devant ce puzzle de productivité, incapables de comprendre pourquoi le moteur britannique s'était grippé. Quand le gouvernement conservateur a pris le pouvoir en 2010, il a hérité d'une machine cassée. Leur solution était l'austérité, réduire les dépenses gouvernementales jusqu'à l'os. Ils ont réduit les investissements dans les routes, les écoles et l'infrastructure même qui stimulent la croissance économique, croyant que les dépenses du secteur privé compenseraient les coupes gouvernementales. Ils se trompaient. Le secteur privé est resté terrifié, l'investissement des entreprises est resté déprimé, et la reprise est devenue la plus lente de l'histoire enregistrée. Pour les citoyens ordinaires, les salaires ont cessé de croître. Pour la première fois depuis les guerres napoléoniennes, les travailleurs britanniques ont fait face à une décennie où les salaires réels ont diminué. Ceci est un contexte crucial. En 2016, le public britannique bouillonnait de colère et d'épuisement. Ils avaient enduré 8 ans de coupes, vu des bibliothèques fermées et des hôpitaux lutter, vu des banquiers qui avaient à causer le crash recevoir des bonus, tandis que les infirmières enduraient des gels de salaire. La nation était un baril de poudre rempli de ressentiments explosifs, n'ayant besoin que d'une étincelle. Cette étincelle est venue de David Cameron, un premier ministre qui se croyait chanceux. Il avait remporté des élections inattendues et un référendum sur l'indépendance écossaise. Il était un parieur qui n'avait jamais perdu, mais son parti politique se déchirait au sujet de l'Europe. Une faction haïssait l'Union européenne de manière obsessionnelle, tandis qu'un nouveau parti appelé UKIP
volait ses électeurs. David Cameron a décidé de tout risquer en organisant un référendum sur la question de savoir si la Grande-Bretagne devrait quitter l'Union européenne. Il ne l'a pas fait en croyant que c'était bénéfique pour l'économie. Chaque responsable du Trésor, banque et économiste avertissait du désastre. Il l'a fait pour sauver sa position, pour faire taire les critiques au sein de son parti. Son arrogance l'a convaincu que le peuple britannique ne voterait jamais pour le suicide économique. Il se trompait. Le 23 juin 2016, le peuple britannique s'est rendu aux urnes. La campagne avait été vicieuse. La campagne pour le départ a placardé des bus avec des promesses que quitter l'UE libérerait 350 millions de livres hebdomadairement pour le service national de santé. C'était un beau mensonge, disant aux gens que leur pauvreté ne provenait pas des crises bancaires ou de l'austérité gouvernementale, mais de l'Europe. Elle promettait que couper les liens restaurerait la prospérité. La campagne pour rester a essayé de présenter des chiffres, avertissant des tarifs commerciaux et des chaînes d'approvisionnement. Mais les sentiments ne peuvent être vaincus par des feuilles de calcul, les rêves ne peuvent être conquis par des avertissements. Lorsque les bureaux de vote ont fermé à 10 heures, les marchés financiers sont restés calmes. Les commerçants pariaient sur une victoire du maintien. La livre se négociait forte à 1,50 $. Puis les résultats ont commencé à arriver. Le premier signe alarmant est venu de Sunderland, une ville ouvrière du Nord abritant une usine Nissan massive qui exporte la plupart des voitures vers l'Europe. La logique suggérait que Sunderland voterait pour rester, mais peu après minuit, ils ont voté pour partir avec une marge massive. Sur les parquets de négociation à travers Londres, New York et Tokyo, les écrans sont devenus rouges. Un carnage a éclaté. Les commerçants ont réalisé qu'ils avaient mal parié et ont commencé à vendre des livres par millions, puis par milliards. Le graphique de la livre sterling cette nuit ressemble à un bord de falaise. En quelques heures, elle a chuté d'1,50 $ à 1,32 $, s'écrasant de plus de 10%. Cela n'arrive pas aux devises majeures. Cela arrive aux pays en développement pendant les coups d'État. Cette nuit a marqué le début de la fin. David Cameron a démissionné le lendemain matin, quittant le numéro 10 de Downing Street en fredonnant pendant que le pays brûlait. Il a laissé un vide sans plan. Les dirigeants de la campagne pour le départ n'avaient aucune idée de comment réellement exécuter le départ. Ils étaient des chiens qui avaient attrapé la voiture, incertains de quoi en faire. L'économie n'attend pas les politiciens. Elle réagit instantanément, et la réaction a été un gel. L'incertitude paralyse les entreprises. Quand les propriétaires ne connaissent pas les règles futures, ils n'investissent pas, ne construisent pas d'usines, n'embauchent pas de personnel, ils attendent. Dès l'annonce du vote, l'investissement des entreprises britanniques s'est stabilisé, tandis que l'Amérique, l'Allemagne, la France et le Canada ont continué de croître. La ligne britannique est restée plate pendant des années. Cela représente un coût invisible. Des usines jamais construites, des machines jamais améliorées, des logiciels jamais achetés. Les économistes appellent cela une croissance perdue, de l'argent qui a disparu parce que la confiance s'est évaporée. L'impact immédiat a frappé les portefeuilles. Quand la monnaie s'est effondrée, tout ce que la Grande-Bretagne importe est devenu plus cher. La Grande-Bretagne importe près de la moitié de sa nourriture et de son carburant. Soudain, chaque banane, réservoir d'essence et morceaux de technologie coûtaient 10 à 15% de plus. L'inflation a augmenté, les salaires réels qui avaient enfin commencé à grimper ont été martelés vers le bas à nouveau. La famille britannique moyenne est devenue plus pauvre du jour au lendemain. Les partisans du départ ont écarté les préoccupations, affirmant que l'effondrement de la monnaie aiderait les exportateurs en rendant les produits britanniques moins chers pour les étrangers. Cela comprenait fondamentalement mal l'économie britannique moderne. La Grande-Bretagne ne se contente pas d'extraire du charbon et de le vendre. Elle fabrique des produits complexes comme des voitures, des moteurs à réaction et des produits pharmaceutiques. Pour fabriquer ceux-ci, la Grande-Bretagne importe des composants, acier, électronique, produits chimiques. Alors qu'une livre faible a rendu les produits finaux moins chers, elle a considérablement augmenté les coûts des matières premières. Les avantages se sont annulés. Aucun boom des exportations ne s'est matérialisé, seulement de l'inflation. Pendant 4 ans, la Grande-Bretagne est restée piégée dans un cauchemar politique.
Le gouvernement a tenté de négocier avec l'Union européenne, mais cela s'est avéré impossible. Les Brexiteurs voulaient tout. Un accès complet au marché sans liberté de circulation ni respect des lois européennes. L'Union européenne a refusé, déclarant que vous ne pouvez pas quitter le club, cesser de payer les cotisations, mais continuer à utiliser les installations. Le gouvernement britannique s'est paralysé. La première ministre Theresa May a cherché un compromis. Elle était sérieuse, comprenant que des ruptures brutales détruiraient l'économie, mais les extrémistes de son parti la tenaient en otage, l'appelant traîtresse. Chaque tentative d'accord a échoué au vote parlementaire. L'incertitude s'est aggravée. Des entreprises comme Honda, Ford et Airbus ont émis des avertissements sur les chaînes d'approvisionnement juste à temps qui se briseraient en cas de retards aux frontières. Honda a finalement annoncé la fermeture de son usine massive de Swindon. Des milliers d'emplois perdus. En 2019, le chaos est devenu insupportable. Theresa May a été forcée de partir, remplacée par Boris Johnson, l'homme qui conduisait le bus rouge. Un showman peu préoccupé par les détails, il a promis d'en finir avec le Brexit et a remporté une victoire électorale massive sur ce slogan. Les gens épuisés par les disputes voulaient que ce soit fini, quelles que soient les conditions. Boris Johnson a signé un accord terrible érigeant des barrières commerciales massives entre la Grande-Bretagne et son plus grand partenaire commercial. Le 31 décembre 2020, la Grande-Bretagne a officiellement quitté le marché unique européen et l'union douanière. Le lendemain matin, la réalité a frappé. Pas avec un bang, mais avec le silence. Des camions qui ne bougeaient pas. Les petites entreprises sont mortes en premier. Imaginez une entreprise du Cheshire fabriquant du fromage artisanal. Avant le Brexit, une palette pouvait voyager à Paris aussi facilement qu'à Londres, sans paperasse ni contrôle. Soudain, des déclarations douanières, des certificats vétérinaires et des frais d'agent étaient requis. L'envoi de cette palette est passé de 50 à 200 livres, le temps d'un jour à 5. Les coûts supplémentaires ont éliminé le profit, les retards ont gâté les produits. Des milliers de petits exportateurs britanniques ont simplement cessé de vendre en Europe. Le commerce britannique avec l'UE s'est effondré de 15% initialement. Alors que le monde connaissait un boom commercial de reprise pandémique, la Grande-Bretagne a subi des effondrements. Le Bureau de la responsabilité budgétaire a calculé que le Brexit réduirait l'économie de 4%. 4% du PIB équivaut à 100 milliards de livres annuellement, plus que l'ensemble du budget de l'éducation. L'argent a simplement disparu. Taxes non collectées, routes non réparées, infirmières non embauchées. Puis sont venues les pénuries de main-d'œuvre. Le Brexit a promis le contrôle de l'immigration. Le gouvernement a mis fin à la libre circulation des plombiers polonais, des infirmières espagnoles, des cueilleurs de fruits roumains. Les agriculteurs ont réalisé qu'ils dépendaient de travailleurs européens saisonniers pour cueillir les fraises et les jonquilles. Les travailleurs britanniques ne voulaient pas de ces emplois durs, sales et au salaire minimum. Sans travailleurs européens, les récoltes ont pourri dans les champs. Les images montraient des agriculteurs labourant des milliers de livres de légumes dans la boue. L'hôtellerie a été frappée ensuite. Les restaurants et hôtels londoniens dépendaient fortement du personnel européen. Soudain, incapables de trouver des serveurs ou des chefs, ils ont réduit les heures d'ouverture. La pénurie la plus dangereuse était celle des chauffeurs de camions. La Grande-Bretagne dépendait des chauffeurs d'Europe de l'Est. Quand ils sont partis, personne n'est resté pour conduire les camions-citernes d'essence des raffineries aux stations. À l'automne 2021, la Grande-Bretagne a fait face à une crise du carburant non pas par manque, mais parce qu'il n'y avait pas de chauffeur pour le transporter. Les gens se sont battus sur les parvis. Les vieilles dames ont rempli des bouteilles d'eau avec de l'essence. Des scènes d'un État défaillant. Cette pénurie de main-d'œuvre a alimenté l'inflation. Incapables de trouver des chauffeurs de camions, les salaires devaient augmenter. Des salaires de chauffeurs plus élevés signifiaient des prix de marchandises plus élevés. Cette spirale salaire-prix, quand elle n'est pas motivée par la productivité, provoque une mauvaise inflation. En 2022, la Grande-Bretagne était piégée. Faible croissance due au gel des investissements.
inflation élevée due à la livre faible et à la pénurie de main-d'œuvre, commerce en baisse dû aux nouvelles frontières. Les économistes appellent cela la stagflation, le pire scénario possible. L'humiliation finale est arrivée à l'automne 2022 avec la première ministre Liz Truss. Avant cette catastrophe, nous devons examiner le joyau de la couronne de Londres. Pendant des siècles, Londres a servi de banquier au monde, le moteur subventionnant le reste du Royaume-Uni. Les recettes fiscales des banques londoniennes finançaient les hôpitaux de Liverpool et les écoles de Glasgow. Une grande partie du succès provenait des droits de passeport, permettant aux banques londoniennes de servir les clients de Francfort ou de Milan sans bureaux séparés, faisant de Londres la porte d'entrée européenne pour les banques américaines et japonaises. Le Brexit a détruit les droits de passeport du jour au lendemain. Les banques londoniennes ont perdu les droits automatiques de servir les clients européens. Les Brexiteurs affirmaient que Londres était assez forte, que les banquiers ne partiraient jamais pour Francfort. D'une certaine manière, ils avaient raison. Les banquiers ne voulaient pas vivre à Francfort. Mais l'argent ne se souciait pas du style de vie. Il se souciait de la réglementation. L'Union européenne a exigé que les transactions libellées en euros soient compensées à l'intérieur de l'UE, forçant les chambres de compensation à déménager. Lentement, tranquillement, les actifs ont commencé à migrer. JP Morgan a déplacé des milliards de Londres à Francfort. Barclays a déplacé des affaires à Dublin. Pas un exode soudain, mais un drainage lent. 1000 emplois ici, 1 milliard de dollars là. Amsterdam a dépassé Londres en tant que plus grand centre de négociation d'actions d'Europe. Paris a attiré des fonds spéculatifs haut de gamme. La City de Londres, toujours énorme, n'était plus le roi incontesté. Elle rétrécissait, et les recettes fiscales rétrécissaient avec elle. Cela a déclenché un changement psychologique. Avant le Brexit, la Grande-Bretagne était vue comme un refuge sûr par les investisseurs internationaux. Ennuyeuse, stable, régie par la loi avec des institutions sensées. Après le Brexit, la Grande-Bretagne a commencé à ressembler à un marché émergent, volatile, imprévisible, avec 4 premiers ministres en 6 ans, déchirant des traités, menaçant de guerre commerciale. Les investisseurs ont commencé à exiger une prime Brexit, exigeant des rendements plus élevés pour prêter de l'argent au gouvernement britannique parce que le risque avait augmenté. Cela mène à septembre 2022. Boris Johnson avait été forcé de partir par des scandales. Les membres du Parti conservateur ont élu Liz Truss, une vraie croyante convaincue que le Brexit n'avait pas été assez dur. Elle croyait que les taxes et les réglementations retenaient l'économie britannique. Elle voulait transformer la Grande-Bretagne en Singapour sur Tamise, une économie de tigre à faible fiscalité et faible réglementation. Elle a lancé un mini-budget, annonçant les plus grandes réductions d'impôts en 50 ans pour les riches et les entreprises. Mais elle n'a pas expliqué comment payer pour cela. Elle a effectivement déclaré qu'elle emprunterait des milliards pour les donner aux riches, espérant qu'une croissance magique apparaîtrait. Elle a licencié le haut fonctionnaire du Trésor, écarté les prévisionnistes indépendants, déclaré la guerre à l'orthodoxie économique. Les marchés ont écouté, puis l'ont détruite. La réaction a été instantanée et violente. Les vigilants des obligations se sont réveillés. Les investisseurs achetant de la dette publique ont vu un gouvernement perdre la raison. Un pays avec une inflation élevée, une dette massive et une économie en déclin décidant d'emprunter davantage pour des réductions d'impôts inabordables. Ils ont cessé d'acheter des obligations du gouvernement britannique, sont entrés en grève. Quand personne n'achète d'obligations, les prix s'effondrent et les rendements des taux d'intérêt montent en flèche. La plupart des fonds de pension britanniques utilisent des stratégies d'investissement axées sur le passif, reposant sur des obligations d'État stables. Quand les prix des obligations se sont effondrés si rapidement, ces fonds ont fait face à des appels de marge, avaient besoin de liquidités immédiates pour couvrir les positions. Ils ne l'avaient eu pas, ont dû vendre des actifs, faisant chuter davantage les prix. Une boucle de la mort. Le mercredi matin après le mini-budget,
La Banque d'Angleterre a reçu un appel terrifiant. Les fonds de pension étaient à quelques heures de l'insolvabilité. Si la banque n'intervenait pas, des millions perdraient leurs économies de retraite cet après-midi-là. La Banque d'Angleterre a dû imprimer 65 milliards de livres pour acheter des obligations pourries que Liz Truss avait créées, sauvant le pays de son propre Premier ministre. La livre s'est effondrée à des niveaux historiquement bas, atteignant presque la parité avec le dollar. Liz Truss a duré 44 jours, devenant la première ministre la plus courte de l'histoire britannique, célèbre pour avoir été surpassée par une laitue qu'un journal a diffusée en direct pour voir laquelle pourrirait en premier. Les dégâts étaient faits. La prime de risque était cuite dans l'économie britannique. Les taux hypothécaires de tout le monde ont grimpé parce que les coûts d'emprunt du gouvernement ont augmenté. Les banques facturaient plus pour prêter. Des millions ont vu leur paiement mensuel bondir de centaines de livres. C'était la taxe Truss, le prix de l'incompétence. Vraiment, le prix du Brexit. Après Truss, Rishi Sunak a pris le relais, un comptable sensé dont le travail était de gérer le déclin. Il a augmenté les impôts, réduit les dépenses, essayé de calmer les marchés, faisant essentiellement ce que le FMI dit aux pays en faillite de faire. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le Royaume-Uni est redevenu l'homme malade de l'Europe. Depuis le référendum, la croissance économique britannique a considérablement pris du retard sur les États-Unis et la zone euro, l'écart s'élargissant chaque année. Le ménage britannique moyen est plus pauvre de milliers de livres que si le vote avait été différent. Les services publics s'effondrent par manque de recettes fiscales. Le NHS a des listes d'attente de 7 millions de personnes. Les écoles s'effondrent littéralement à cause de béton qui s'effrite sans argent pour les réparations. La police a cessé d'enquêter sur les cambriolages. C'est ce que ressent l'échec économique. Pas Hollywood, pas Mad Max. 12 heures d'attente aux urgences. 3 semaines d'attente pour des rendez-vous chez le médecin. Frapper des nids de poules en allant au travail. Payer 6 livres pour du beurre. Déclin gris et lent. La tragédie est que tout était auto-infligé. Aucune guerre, aucun tremblement de terre, aucune peste n'a causé cela. C'était un choix. On a dit au peuple britannique qu'ils pouvaient récupérer la gloire passée. Au lieu de cela, ils ont hypothéqué leur avenir, votant pour relever le pont-levis, seulement pour réaliser trop tard qu'ils s'étaient enfermés dans le donjon. L'effondrement de la livre était le tableau d'affichage, le monde disant à la Grande-Bretagne sa nouvelle valeur. La réponse est moins. La Grande-Bretagne est maintenant plus pauvre, plus isolée, avec des rivières plus sales et des écoles qui s'effondrent, où la police ne répond pas et les ambulances prennent 3 heures. C'est un pays en déclin, le domaine public épuisé, les rues plus miteux, les magasins fermant. Ce n'est que maintenant, en 2025, que le silence se brise. Les sondages montrent des majorités massives qui pensent maintenant que le Brexit était une erreur. Même les électeurs pour le départ changent d'avis, regardent les factures, les étagères vides, et disent que ce n'est pas pour cela qu'ils ont voté. On leur a promis une Ferrari, vendu un vélo cassé. Il n'y a pas de solution rapide, pas de bouton d'annulation. Rejoindre l'UE prendrait des années, et l'UE pourrait ne pas vouloir de la Grande-Bretagne après qu'elle s'est révélée peu fiable et instable. La Grande-Bretagne fait face à un long chemin difficile, une décennie de stagnation, lentement, péniblement reconstruire les relations avec l'Europe, suivre les règles européennes sans voix dans leur élaboration, devenir un preneur de règles, pas un faiseur de règles, humiliation ultime pour les défenseurs de la souveraineté. Le Brexit sert d'avertissement au monde que la démocratie est fragile, les mensonges ont des conséquences, l'économie ne peut être séparée de la politique. Construire la politique sur la colère, la nostalgie et le rejet des conseils d'experts finit par faire s'effondrer les économies. Les marchés ne se soucient pas des drapeaux ou de la gloire passée. Les marchés se soucient de la stabilité et de la réalité. La Grande-Bretagne a choisi la fantaisie plutôt que la réalité. Maintenant, la facture est arrivée. La dernière balle a été tirée en 2016, mais le patient
saigne toujours. L'effondrement de la livre n'était pas seulement une fluctuation monétaire, c'était le battement de cœur d'un empire qui s'arrêtait enfin. Les livres d'histoire regarderont en arrière avec perplexité, demandant pourquoi une nation riche et prospère a choisi de s'imposer des sanctions, comment une population a été persuadée de voter pour son propre appauvrissement. La réponse sera un bus rouge, un mensonge et une incompréhension tragique de ce qui rend les pays forts au XXIe siècle. La force n'est pas de se tenir seul, mais de se tenir ensemble. La Grande-Bretagne a oublié cette leçon et en paie le prix chaque jour.